Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de podcast On Azure Grave. Alors aujourd'hui, on vient adresser un nouveau sujet avec Frédéric et Christopher qui se présenteront d'ici quelques instants et on va parler de Microsoft Fabric. Alors comme je leur disais en off, moi c'est pas une solution que j'ai eu l'occasion de tester et c'est pour ça que j'attends d'eux qu'ils nous éclaircissent, qu'ils nous donnent plein d'infos sur comment, quelle est cette solution, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut en faire, enfin bref, tout plein de trucs qui fait que à la fin de la session, normalement, vous devriez, j'aurai plus d'informations qu'au début. Voilà. Donc Frédéric, Christopher, merci de vous être rendus disponibles, c'est super sympa. Et puis ben, je vous laisse, la scène est à vous. Donc je ne sais pas qui veut commencer. Tu veux te présenter, Christopher? Vas-y. Bah ouais, on peut se faire très Ouais. rapidement. Donc, Christopher Maneux, moi je suis Data Cloud Advocate dans les équipes engineering d'Azure. Donc, mon rôle est en deux parties. La première, c'est eh bien de présenter les nouveautés autour de la plateforme data de Microsoft à un public très large et de plein de manières différentes. Ça peut être des conférences en physique, ça peut être des podcasts, des articles et même des livres. Hop, ici. Et puis la deuxième partie, c'est parce que je suis sur le terrain à discuter avec des devs, des data engineers, des data scientists, etc. Et notamment parce que je suis basé en France, les gens râlent auprès de moi, disent ouais, ça marche pas, ou ça pourrait marcher mieux, ou j'ai essayé d'utiliser tel produit Microsoft avec telle autre solution, notamment open source, et bah, j'ai eu ça et ça qui était compliqué. Donc la deuxième partie de notre job, c'est de changer le produit, c'est de remonter du feedback aux équipes produits, voilà, dans l'optique d'améliorer le produit et d'en faire quelque chose de meilleur que ce qui n'est déjà. Merci, Christopher. Et du coup, moi, je me présente, Frédéric Gisbert. Donc, moi, j'ai un job un peu différent de Christopher. Moi, je suis dans la division partenaire de Microsoft et je suis ce qu'on appelle un Partner Solution Architect. Voilà, je suis spécialisé sur tout ce qui est data, analytique, IA. Et mon rôle, c'est d'accompagner les clients au travers des partenaires. Donc, au travers des partenaires, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais accompagner des partenaires type service, donc, ou des grands partenaires services ou des plus petits locaux sur le marché français. Je vais aussi accompagner les ISV, donc tous les clients qui viennent déployer sur le cloud Azure et utiliser nos solutions pour revendre des services ou revendre des produits. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une grosse partie ISV, ça fait un peu, on va dire que c'est un peu 50-50. Et au milieu de tout ça, on a aussi le rôle d'accompagner des startups. Voilà, on a deux promotions de startups par an. Tous les 6 mois, on a un incubateur de startups à Station F, chez qui on a pas mal de startups. Et voilà, on évangélise nos technos, on les amène sur le cloud Azure, on simplifie un petit peu les architectures pour qu'ils arrivent à démarrer vite et on met à disposition des crédits et des services pour voilà, qu'ils puissent concrétiser en fait leur projet. Donc voilà, donc c'est vraiment trois casquettes bien différentes et c'est assez passionnant et c'est ça qui fait la beauté du job, quoi. Et du coup, au travers de ce job, je travaille pas mal avec Christopher parce que j'ai des remontées de partenaires sur des fonctionnalités et autres. Donc, on échange beaucoup avec Christopher. On est en contact avec l'Engineering Corp et c'est un cercle assez vertueux, on va dire. Voilà. Top. Écoutez, merci pour cette présentation. Juste, j'en profite. Je poserai 2 questions à la fin du podcast qui permettra à ceux qui restent de gagner 2 livres. Voilà. Donc, écoutez bien ce que disent Christopher et Frédéric. Ça pourrait vous permettre de gagner un livre sur Microsoft Fabric. Voilà. Du coup, Christopher, Frédéric, si vous deviez un petit peu euh, nous dire ce qu'est capable de faire la plateforme. Évidemment, simplement, sans être trop technique pour éviter, enfin, pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre, en Mhm. fait. Qu'est-ce que vous en diriez? Tu te lances, Christopher, ou je me lance? Allez, allez. Déjà, en deux mots, je pense qu'il faut se dire que euh, la data est au cœur des applications depuis très très longtemps. J'ai envie de dire, un des premiers rôles ou un des rôles critiques dans une entreprise, quand on atteint une certaine taille, c'est souvent le DBA. Parce que s'il y a la base qui tombe, il n'y a plus rien qui fonctionne. Euh,
Et en fait, les besoins en données ont considérablement changé sur ces dernières années. On a une phase où globalement, c'était l'essor entre guillemets des bases de données. Ensuite, il y a des gros sites internet qui sont arrivés, et parallèlement à ça, de plus en plus de choses du type IoT, etc., où on a commencé à avoir des volumes de données qui étaient importants. Et notre data warehouse, donc l'entrepôt de données classique qu'on avait, qui tenait sur un serveur, à un moment donné, on ne peut plus faire grandir le serveur, il fallait complètement changer de paradigme. Et donc, on est parti dans le monde du big data, avec Hadoop, puis avec Spark, qui sont un peu les fers de lance de ce domaine-là. Euh, et puis, on se retrouve dans les années 2020 avec une multiplicité des outils pour gérer la donnée, qui est considérable. Parce que là où il y a 15 ou 20 ans, enfin moi quand j'ai la première boîte qui m'a employé qui faisait de la data, globalement on avait SQL Server, Analysis Services, Reporting Services et puis c'est tout. Et Integration Services. Mais bon, globalement, on installait juste SQL, il fallait juste cocher dans l'installeur toutes les cases, et on avait notre plateforme de data et ça suffisait pour répondre à tous les besoins de l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce qu'on se constate, c'est qu'il y a souvent les entreprises ont énormément d'outils où ça mélange de l'open source, où mais pour arriver à faire quelque chose dans l'entreprise, il faut avoir l'offre de support ou avoir l'offre premium, et puis bien évidemment des outils propriétaires. Et donc il y a une complexité à gérer la donnée dans l'entreprise, mais même pas de la donnée, juste les outils qui gèrent eux-mêmes la donnée, entre les outils pour l'intégration de données, les outils pour la qualité de données, les outils de stockage, les bases de données elles-mêmes, le reporting, etc., etc. Et en fait, les entreprises passent beaucoup de temps à monter une plateforme, à maintenir une plateforme de données, et pas tant à se concentrer sur le métier, c'est-à-dire s'assurer qu'on stocke la bonne donnée, qu'elle est au bon format, qu'elle est de bonne qualité, et qu'on est capable d'en tirer des enseignements et de prendre des décisions avec, ou d'automatiser même des décisions. Euh, et ça, on peut faire, je pense, Fred, notre tout petit mea culpa. C'était aussi le cas si on était full stack Microsoft, hein, dans un monde préfabrique. Oui, oui, ça, c'est vrai, tout à fait. Et du coup, je pense que je vais juste partager, tu vois, ce petit slide qui va appuyer un peu ton discours, à mon avis. Exactement. Voilà. Sur Exactement. nos technos. Vas-y. Donc là, on peut jouer au loto, hein, voilà. Donc Azure SQL Database, Cache for Redis, Cosmos DB, Kin. Voilà. Et donc c'est vrai que quel que soit notre rôle en fait, si on est architecte, architecte IT tout court, ou architecte data, ou architecte applicatif, le nombre de choix et de décisions qu'on a à prendre pour s'intégrer là-dedans, pour gérer le backup. Voilà, le métier vient vous voir et dit, bon ben voilà, mes données, elles doivent être accessibles, j'accepte 4 heures d'interruption de données, et puis je veux récupérer mes données en temps de temps, et puis en termes de sécurité, voilà mes prérequis de sécurité, c'est la gestionnaire d'identité, c'est ça, etc. Et bien en fait, à chaque fois qu'on intègre un outil, on est obligé de se refaire toute la liste. Ah ben, dans cet outil-là, dans Cosmos DB, comment on fait le backup, comment on fait la gestion des droits, comment on fait le airbag, comment on fait la disaster recovery, etc., etc. Et c'est long, c'est compliqué, et encore une fois, on passe du temps à faire ça. Moi, Fred parlait de l'accompagnement des startups. Moi, j'ai connu des startups qui mettaient des mois à monter la data stack, juste pour commencer à ingérer des données et à faire une requête SQL. Mais un startup, c'est pas leur job enfin, à moins que ça soit une startup qui fait sa data stack, mais voilà, une startup qui fait, je sais pas moi, du soutien scolaire ou autre chose, c'est pas son job. Ouais, ouais. Et donc, en fait, ouais, vas-y. Non, je dis que je confirme. Venant du monde, tu vois, d'accompagnement des startups, c'est exactement ça. C'est pas leur job, quoi. Ah ouais. Ouais. Et donc, tu vois, Et si je rebondis juste là-dessus, et c'est là où je pense que tu vois, on peut partir sur le discours. On a voulu une chose, et c'est revoir complètement. Je sais pas si tu veux en parler. Tu sais, après, on a toute la déclinaison, mais on a voulu complètement revoir et refondre l'expérience de développement qu'on avait autour des services data dans Microsoft Fabric. Tu vois, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Et là où avant, tu le disais, bah, un développeur, c'est pas quelqu'un qui déploie l'infra, c'est pas quelqu'un qui comprend forcément du stockage, de l'AVM ou autre. Et on avait besoin d'une nouvelle approche et d'une nouvelle stratégie
pour lui permettre de réaliser ce qu'il a envie sur une plateforme, à l'intérieur d'une plateforme, de la façon la plus simplifiée possible, à la fois puissante et simple. Tu vois, c'est un peu le combo des deux. Et juste, tu vois, je vais dérouler cette expérience de développeur, et c'est un peu ce qu'on a présenté à la build dernier. On a reformaté un petit peu les choses et on s'est dit qu'est-ce que veut faire le développeur globalement. Il veut faire une application. Et sur son application, il va lui falloir du back-end. Alors du back-end, ça peut être un back-end qui va être du SQL, on va voir du NoSQL. Il va falloir qu'il puisse intégrer une logique, des logiques ou business, ou un ensemble de règles, de transformation ou autre. Il va falloir lui donner la possibilité d'exposer tout ça sur des API, nouvellement sur des serveurs FTP pour les agents ou autres. On va devoir après s'intégrer à plein de nouvelles fonctionnalités, de choses. On va choper des données en temps réel. On va capturer de la télémétrie. On va avoir besoin de faire de l'alerting sur des données, si on a dépassé des seuils, si on veut lever des alertes sur des indicateurs, sur des KPI. On va devoir gérer des modèles de machine learning, les embarquer. Et nouvellement apparu, tout ça, on va essayer de le rationaliser, non pas sur une interface classique web, mais plutôt sur une interface agentique. Et il va nous falloir forcément du support du NoSQL et autres pour faire réaliser tout ça. Et donc ça, c'est un peu la big picture qu'on a envie d'offrir aux développeurs aujourd'hui. Et c'est justement ce qu'on essaye, et c'est un peu la promesse de la plateforme. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Christopher, mais c'est un peu la promesse de cette plateforme où on dit tout ça, vous allez pouvoir le faire dans Microsoft Fabric, dans cette plateforme, dans cette nouvelle plateforme au format SaaS. Et on a essayé un petit peu de regrouper toutes ces briques dans la plateforme. Tu vois, c'est un peu comme ça que je le présenterai, quoi. Tout à fait. Et c'est très bien. Pardon, oui. Non, vas-y, Christopher. Je disais, c'est très bien, Fred, parce que j'allais parler justement de l'expérience développeur après, donc c'est la transition parfaite. Et ce qu'on peut voir là déjà sur ta slide, c'est que finalement, au sein de Fabric, on a toutes les briques pour faire de la data au sens très large du terme. C'est-à-dire stocker de la donnée. On a des bases de données opérationnelles, SQL et d'autres. On a de quoi faire de l'analytics, on a de quoi faire de l'ingestion de données, on a de quoi faire du temps réel, on a de quoi faire du reporting. Et là, la slide, il n'y a pas tout dessus, mais on a de quoi créer et exposer, héberger des API pour exposer de la donnée. Et donc, finalement, tous les outils pour faire de la donnée sont au sein de Fabric. Et l'une des révolutions aussi de Fabric, c'est que tous les métiers autour de la donnée travaillent au sein de la même interface. Et ça change considérablement, à mon sens, ça change considérablement les choses. Parce que là où un data engineer avait son outil, un data scientist avait son outil, le data analyst avait Power BI, le DBA avait SQL Management Studio, etc. Mais là, au final, tout le monde travaille dans le même espace de travail, dans le même outil, avec les mêmes règles d'interface. Et ça, en termes de communication, de fluidité, etc., ça change la donne pour les équipes data, dev et même business. Je suis plutôt aligné avec ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quelles que soient les solutions que met à disposition Microsoft, c'est vrai qu'on sent une forte volonté de Microsoft, pardon, de se focuser sur le développeur. Pourquoi le développeur? Parce qu'il est à la base de tout. Sans développeur, t'as beau avoir des archis, ce que tu veux, il se passera rien. Et c'est vrai qu'on ressent cette volonté, et ça m'étonne réellement pas vraiment que vous appuyez tant sur cette expérience développeur, parce qu'une fois de plus, à partir du moment où on va pouvoir simplifier le travail du développeur, lui va pouvoir se concentrer sur son rôle de développer une application. Comme le disait tout à l'heure Christopher, effectivement, son rôle, c'est pas de faire du déploiement d'infra ou je ne sais quoi, de faire de la sécurité. Lui, son rôle, c'est de développer. Et le fait d'apporter une plateforme qui va l'aider, l'accompagner et, comme vous le disiez, qui va permettre d'uniformiser entre plusieurs équipes les façons de travailler, ça c'est réellement top. Ça c'est réellement top. C'est ça. Et
Et en plus, j'ai un peu plus loin, de sorte que toute cette expérience que l'on a acquise avec les services Azure, les services PaaS de données et autres d'ailleurs, on s'en est servi pour construire Fabric. C'est-à-dire qu'on a appris de ces services, et je citerai par exemple Synapse, le Synapse Analytics. On a appris du service, on a appris comment les clients et les partenaires déployaient le service, comment ils utilisaient le service, et on a adapté ces services aussi au sein de la plateforme. Ça veut dire que toute cette plateforme Fabric repose en back-end sur des services Azure qui ont été éprouvés et qui existent déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas réinventer forcément tous les moteurs qu'il y a dans Fabric. Bien évidemment, on a inventé et réinventé des choses à l'intérieur de Fabric. Mais par contre, les moteurs et le cœur des moteurs sont les moteurs au final qui ont été éprouvés depuis pas mal d'années sur les services de type PaaS. Donc vous avez accès tout de suite à une plateforme qui est au final très performante, qui est facile d'accès. Vous allez retrouver, si vous utilisiez déjà des services PaaS Microsoft en termes de données, vous allez retrouver vos habitudes. C'est quelque chose qui va être assez facile à prendre en main, mais qui a été complètement sassifié. C'est-à-dire qu'on a complètement enlevé ce côté plateforme à déployer. Vous avez une plateforme, vous avez une capacité Fabric, vous provisionnez vos services et vous utilisez vos services. Que vous soyez un développeur, que vous soyez un data analyst, que vous soyez un business user, le point d'entrée est super simple et vous allez commencer à manipuler vos données assez simplement dans Fabric. Ouais, c'est ça, c'est pas simplement une solution d'agrégation de services où l'utilisateur va devoir provisionner tel ou tel service en fonction de son besoin. C'est que alors, le mot est peut-être pas le bon, mais en tout cas, tout pré-packagé pour que selon son cas d'usage, lui va pouvoir consommer tel ou tel service et pouvoir Exactement. aller plus rapidement sur ce qu'il souhaite faire, quoi. Exactement, et tu l'as dit, hein, c'est pré-packagé, c'est-à-dire que tu arrives dans l'interface, tu fais nouvel item, et là tu as la liste des items. Tu veux une base de données, tu cliques sur ta base de données, tu veux un rapport Power BI, tu cliques sur ton rapport Power BI. Voilà, c'est très dynamique et tu n'utilises d'ailleurs que ce que tu as envie d'utiliser. Tu vois, là par exemple, on a un flux de tâches au final derrière qui représente un petit peu une vision d'architecture très logique où tu vas commencer à regrouper les items que tu as été créés dans la plateforme. Mais tout ça est très dynamique et personnalisable. Tu n'es pas du tout obligé de rentrer dans ce canevas. Tu peux adapter ton canevas, tu peux enlever des tâches, créer de nouvelles tâches, n'avoir juste que 3 tâches pour faire du reporting. Tu vois, c'est très simple d'accès au final et très Ok. permissif. Du coup, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément d'une expertise particulière pour pouvoir consommer l'application. Je veux dire, il ne faut pas être développeur pour développer les interfaces qui vont communiquer entre les différents composants. Ça, on oublie, c'est déjà fourni et je ne vais pas dire que même moi qui ne suis pas développeur, je pourrais utiliser, si j'avais les compétences nécessaires évidemment, je pourrais utiliser la plateforme, quoi. Alors écoute, on avait à l'époque, mais maintenant on parle plutôt de profil, mais on avait cette approche de persona, c'est-à-dire si tu es data scientist, tu peux rentrer dans la plateforme. Tu vois. Si tu es Ouais. développeur, tu peux rentrer dans la plateforme. Si tu es un utilisateur business qui a juste besoin d'accéder à des données sans des compétences fortes en développement ou même des compétences tout court dans le monde technique, tu peux aussi entrer dans la plateforme. Et c'est pour ça que je suis passé sur ce slide. Qui regroupe globalement ta plateforme Fabric. Et tu vois, on a remis en haut les différents moteurs, les différents groupes de moteurs, hein, parce que quand vous voyez la partie analytique, dites-vous que derrière, il y a plusieurs moteurs analytiques. Vous allez faire des Lakehouse, des Warehouse, pour ceux qui connaissent. Sur Power BI, c'est pas juste le rapport, c'est le dashboard, c'est le modèle sémantique. Sur la database, c'est la base NoSQL, la base SQL. Donc voilà, c'est des ensembles de moteurs que vous allez pouvoir déployer. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est en dessous. Et c'est ce que l'on essaye de faire sur la couche de fondation. Et il y a quelque chose qui est central à tout ça, et c'est le One Lake. Le One Lake, il faut que vous compreniez que c'est, on a l'habitude de le dire en interne et en externe, c'est le OneDrive de la data. C'est-à-dire ce qu'a fait Microsoft avec OneDrive dans le monde du collaboratif est en train de le réaliser dans le monde de la donnée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir
sur le OneLake, retrouver toutes les données d'entreprise auxquelles vous avez accès et les données qui vous ont été donc partagées. Et à partir du moment où vous avez accès sur votre OneLake, vous allez pouvoir commencer à les manipuler dans tous les moteurs que vous avez au-dessus de ce OneLake. Si vous voulez, par exemple, je ne sais pas, vous avez un fichier CSV, vous le déposez dans votre OneLake, il va se synchroniser avec votre plateforme Fabric et vous allez pouvoir faire un rapport Power BI directement sur ce fichier CSV, assez simplement et assez naturellement. Si vous voulez faire un agent conversationnel sur des données qui sont dans le OneLake, de la même façon, vous allez pouvoir provisionner votre agent conversationnel sur les données du OneLake. Et donc, ce OneLake, au final, est très central dans la plateforme. Et c'est vraiment l'interfaçage qu'il va y avoir entre un utilisateur business standard, d'accord, qui est habitué au monde collaboratif, et cette nouvelle plateforme Fabric qui va lui permettre de réaliser plein de choses. Et je dirais que c'est la première, c'est le point central, voilà, de cette plateforme de données. Christopher, en phase? Ouais, et c'est complètement en phase. Et je pense qu'on ne s'aperçoit pas. C'est difficile de comprendre au début l'impact que peut avoir ce OneLake sur l'entreprise. Je vais donner 2 exemples. On en connaît avec Fred, et je pense que vous qui nous écoutez, vous en connaissez aussi. On en connaît des entreprises qui ont monté un data lake et qui ont eu des problèmes. Et dans le sens qui ont eu des problèmes, c'est-à-dire que, ouais, ok, on a un joli data lake, il y a plein de choses dedans, il n'y a rien qui est organisé, on n'arrive pas à retrouver les données, les data scientists s'y perdent, et puis alors les data analystes, alors ils vont même pas y toucher parce que c'est trop compliqué, c'est trop cher, ou parce qu'ils n'ont même pas les accès. Avoir une plateforme sur laquelle tous les corps de métier de la data vont pouvoir travailler sur la même donnée, la même table, avec leurs outils. C'est-à-dire que quand on a une table qui est stockée dans OneLake, si je suis data analyst, je peux y accéder à travers un modèle sémantique. Si je suis data engineer, je peux y accéder via une requête Spark ou une requête SQL. Si je suis data scientist, que je veux l'utiliser pour entraîner mon modèle de données, j'y ai accès via Spark / via Python. Donc en fait, tout le monde travaille avec son outil préféré, son langage préféré, mais sur la même table, la même donnée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on demande à n'importe quelle entreprise de cartographier toutes les données qu'elle a, ça va être un travail compliqué, souvent. Et ça, des tailles très petites d'entreprises / de start-up. Et avoir une vue unifiée, on aime bien l'expression en anglais single pane of glass, voilà, avoir une vue unique qui permet d'accéder, d'interroger toutes les données de l'entreprise pour répondre à plein de besoins, des besoins d'IA, des besoins purement business, de réconcilier des chiffres qui sont d'un côté et de l'autre, des besoins réglementaires. Je vais en citer un où il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont du mal à ça, mais répondre à une requête RGPD. Voilà, quand un utilisateur ou un client vient vous dire, ben voilà, je veux une copie de toutes les données que vous possédez sur moi, sous-entendu dans tout votre système d'information. Ça, c'est n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation au monde, puisqu'il suffit d'être basé en Europe en tant qu'utilisateur pour être concerné, même si l'entreprise elle-même est domiciliée ailleurs. Toutes les entreprises du monde ont ce besoin-là, et je connais très peu d'entreprises qui sont capables de répondre à la demande en une demi-heure, en 1 heure, parce que en fait, ces gens-là ont besoin de faire plein de requêtes dans plein de systèmes différents. Et OneLake permet de répondre à ça, non seulement par ce côté d'unification, j'ai envie de dire primaire, c'est-à-dire on peut stocker toute la donnée de l'entreprise dans OneLake, mais avec le côté que j'appelle moi secondaire, qui sont 2 fonctionnalités à OneLake, parce que OneLake, en fait, quand on a conçu OneLake, on s'est dit, bon, si on stocke vraiment tout le patrimoine data de l'entreprise, le mot patrimoine est bien choisi, patrimoine c'est quelque chose que l'on veut préserver et qui doit durer à travers le temps, à travers les différentes politiques, les différents gouvernements, etc., etc. Et donc au sein de l'entreprise, voilà, à travers des changements de direction, des changements d'orientation IT, etc. Et donc OneLake a été conçu de manière ouverte
C'est-à-dire que les API de OneLake sont ouvertes et le format de stockage de la donnée principal, hein, parce que dans la partie lake, on peut stocker tout ce qu'on veut, des images, t'en parleras peut-être, Fred, mais tu as un super exemple avec des CV, par exemple. Mmh. Euh, mais si on stocke des tables, c'est au format Delta, qui est un format open source. Donc, ce qui veut dire que quand on met une donnée dans OneLake, elle n'est pas fermée, elle n'est pas figée, c'est pas la fin de la route, quoi. Voilà. Ouais, t'es pas loqué. T'es pas loqué, exactement. Et dans l'autre sens, on comprend aussi, même en essayant de faire cette vision unifiée de la donnée avec un point central qui contient la donnée, on comprend aussi que des entreprises vont avoir besoin, pour certains applicatifs, d'avoir la source de vérité qui n'est pas stockée dans OneLake. Parce qu'elle est existante, parce que des besoins opérationnels. Et donc, on a deux fonctionnalités dans OneLake qui sont les shortcuts et les miroirs, qui permettent en fait de montrer la donnée dans OneLake et de la rendre accessible à tous ces moteurs, même si physiquement elle n'est pas stockée dans OneLake. Les shortcuts, ça permet de faire un shortcut vers des dossiers qui seraient stockés sur Amazon S3 ou sur un storage compatible Amazon S3 ou sur du Google Cloud, ce genre de choses. Donc plus orienté, souvent orienté fichier ou table Delta déjà existante, qui seraient stockées ailleurs. Et après, on a le miroir pour ce qui est base de données. Imaginons que vous ayez une grosse base de données Oracle qui contient tout votre ERP. Bah, vous n'allez pas bouger votre ERP sur OneLake pour plein de raisons, parce que ça serait pas économiquement, d'un point de vue IT, ça serait absolument pas raisonnable. Et en fait, vous allez pouvoir créer un miroir en quelques instants. Donc, c'est une copie qui est toujours actualisée, qui est stockée dans OneLake, d'un format optimisé dans OneLake, et qui est maintenu à jour pour vous sans maintenance côté Fabric. Ce qui fait qu'on se retrouve dans Fabric avec toute la donnée de l'entreprise et un seul moyen de requêter, un seul endroit pour requêter toute la donnée de l'entreprise. C'est ça. Il faut bien que vous compreniez que OneLake, c'est la vraie stratégie de Microsoft Fabric, globalement. Représentez-vous Microsoft Fabric comme une plateforme de type, entre guillemets, data hub dans l'entreprise, que vous allez connecter sous la forme d'un data hub à toutes les données d'entreprise, que ce soit via des shortcuts, via des ETL, via du miroir, comme l'a expliqué Christopher, ou autre. Mais une fois qu'elle est connectée à toutes vos données d'entreprise, et Christopher l'a dit, pas forcément dupliquer la donnée sur le OneLake, mais connecter, on parle bien de connexion. À partir de là, vous allez pouvoir créer à l'intérieur de Fabric toutes les architectures data que vous voulez. Que ce soit des architectures, les nouvelles architectures shift left, les architectures médaillons, les architectures temps réel de traitement de données, vous allez pouvoir tout faire à l'intérieur de Fabric à partir du moment où cette plateforme est connectée à l'extérieur. Et je dirais que et ça va avec le point en bas à droite de la gouvernance, ça va nous permettre, je dirais enfin, entre guillemets, en 2025, de rendre les entreprises et nos clients de plus en plus data-centriques. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire les années précédentes où on pouvait avoir cette promesse que les sociétés doivent devenir data-centriques. Ça veut dire qu'elles doivent être centrées sur leurs données, raisonner sur leurs données, prendre des décisions sur leurs données. Et tout ça était un vœu très, très pieux au final, mais qui était difficilement réalisable du fait de tous ces services un petit peu dispatchés un peu partout. Aujourd'hui, avec Fabric et justement sur OneLake, vous allez pouvoir recentrer votre société sur la donnée. C'est-à-dire que via les outils de gouvernance, vous allez pouvoir dessiner une structure d'entreprise et une structure des équipes qui travaillent sur la donnée du OneLake qui est complètement différente de votre structure physique potentielle. Imaginez une société qui a un outil qui construit quelque chose d'historique, ça peut être une voiture ou n'importe quoi. Elle a une structure d'entreprise qui est faite pour construire cette voiture, par exemple. Cette voiture produit des données, ok ? Et demain, cette donnée, potentiellement, elle a de la valeur, elle peut ramener un service premium au-dessus de la voiture, elle peut potentiellement être source de quelque chose en B2B avec une assurance ou autre, mais dans ce cas-là, il faut prendre cette donnée et travailler sur cette donnée et faire que cette donnée devienne un produit en tant que tel, au même titre que historiquement la voiture
était un produit. Et du coup, grâce à nos outils de gouvernance et à ce OneLake, on va être capable d'aller dessiner une hiérarchie d'équipes et de domaines et de sous-domaines dans Fabric qui va être très 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 différente de la structure qui est physique. Et nos clients actuels les plus matures, justement, sur cette approche de data-centrique, ont réussi à dessiner cette structure d'entreprise centrée sur la donnée qui est complètement différente de la structure physique. Et ça amène des domaines et des sous-domaines qui n'existaient pas il y a encore quelques mois ou quelques années. Et ça amène aussi des équipes à se créer qui ne font pas partie de la même équipe physique, mais qui vont travailler ensemble sur un data product, sur un produit qui va être créé au-dessus de données qui ont été récoltées sur le OneLake. Et ça, c'est super intéressant. Et, euh, et c'est là où on voit vraiment la richesse de la plateforme qui va permettre à ces sociétés justement de se transformer et de remettre la donnée au centre de leur business et que cette donnée ne soit pas juste quelque chose de corollaire autour de leurs produits historiques. Ça, c'est pour renforcer cette place du OneLake. Ouais, alors j'ai une Mm. petite question parce que je vois le petit icône gouvernance et je me pose la question de est-ce qu'il y a une intégration native ou pas du tout avec par exemple Microsoft Purview? Est-ce que ça bosse ensemble? Est-ce que finalement on se dit que non, il y a une ségrégation complète? Comment ça s'articule? Alors, ça bosse complètement ensemble. Il faut juste comprendre les deux niveaux de gouvernance. Le premier niveau de gouvernance, la plateforme Fabric a ce qu'on appelle un OneLake catalogue. Et celui-là peut se suffire à lui-même sur la plateforme. En fait, on n'est pas obligé d'avoir du Purview pour ramener cette notion de gouvernance dans Fabric. Tu vas pouvoir dessiner ta structure de gouvernance, créer tes sous-domaines, tes groupes de travail, sécuriser tes équipes, regrouper tes équipes dans des rôles, etc. Sécuriser tes artefacts ou les données que tu as créées avec ce qu'on appelle les sensitivity labels, dire que telle donnée est hautement confidentielle et autres. La plateforme amène sa propre structure de gouvernance. Et c'est son propre catalogue au final d'assets qu'elle va avoir. Et au-dessus, tu peux ramener Purview qui va amener cette notion de Unified Catalog. Donc, c'est comme si on avait un peu un catalogue Fabric, et au-dessus, on allait avoir un nouveau Unified Catalog qui, lui, va pouvoir réconcilier à la fois un catalogue qui provient de Fabric, mais pourquoi pas aussi un catalogue qui provient de Databricks ou un catalogue qui provient de OneLake. Donc, tu vois, c'est ce fameux Unified Catalog qui va aller te regrouper toutes les assets d'entreprise. Et c'est ce Purview, donc ce Unified Catalog, qui va te permettre d'aller même plus loin en allant créer des data products, peut-être avec des choses qui appartiennent à la plateforme Fabric d'un côté et à une plateforme Databricks de l'autre côté. Tu vois. Donc on est au niveau supérieur de la gouvernance. Et du coup, ça t'ouvre plein de choses. Ça va pouvoir, par exemple, te protéger des exfiltrations de données. Ça va pouvoir te faire de la data quality sur justement les data products que tu es en train de créer. Ça va te permettre d'aller scanner des lakehouse ou des données que tu as sur le OneLake pour voir si tu n'as pas des données, ce qu'on appelle PII, des données personnelles que tu es en train de potentiellement de manipuler ou que tu n'as pas le droit de les manipuler. Ça va t'amener aussi des outils de compliance. Donc tout ça, c'est le Purview qui vient se reposer au-dessus de Microsoft Fabric. Mais l'un va amplifier cette gouvernance au-dessus de Microsoft Fabric, mais Fabric peut aussi se suffire à lui-même sans cet outil Purview. Mais il faut voir Purview comme plutôt un unified catalogue qui va venir unifier tous les catalogues que tu auras sur des plateformes internes. Et globalement, le Purview va venir mettre sous gouvernance toute la donnée de l'entreprise et pas juste Microsoft Fabric. D'accord? C'est comme ça vraiment qu'il faut le voir aujourd'hui. Très bien, très bien. Bon, j'ai une autre question, hein, je suis Vas-y. curieux. Vas-y. Aujourd'hui, quand on a une solution centrée sur la donnée, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la donnée de bonne qualité. Comment moi, en tant qu'entreprise, j'ai une certaine quantité de données qui est peut-être pas forcément de qualité partout. Est-ce que je dois au préalable faire le ménage au niveau
de mes données ou alors j'ai quelque chose au sein de Fabric qui me permette, ou en tout cas qui m'aide à faire ce travail? En fait, tu vas Ça pouvoir. dépend. Ouais, Ça c'est dépend. ça. Je suis d'accord avec le ça dépend, Christopher. Tu veux te lancer dans le ça dépend, Christopher? Je peux me lancer dans le ça dépend, oui. Vas-y. En fait, ça dépend de ce qu'on fait avec Fabric et à partir de quel moment on intègre Fabric dans la chaîne de valeur de sa donnée. Mm. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça dépend comment on gère la qualité des données. D'un point de vue global. Il y a des gens qui vont gérer la qualité des données quand ils en sont à essayer de l'exploiter en termes d'analyse ou en termes de machine learning. Et puis il y a d'autres personnes qui se disent, ben non, la qualité des données, il faut la shift left, donc il faut la pousser le plus près possible de la création de données. Et je te donne un exemple très concret. On a dans Fabric lui-même, on a énormément de télémétrie. Euh, les gens pour comprendre en fait comment les gens créent des workspaces, comment les gens utilisent les notebooks, les requêtes SQL, etc., etc. Et en fait, on a créé un framework, ce qu'on appelle d'événements certifiés, où en fait tous les développeurs de la plateforme Fabric chez nous, donc en interne, qui veulent pousser un événement dans ce système, doivent répondre à un schéma spécifique. Donc il n'y a rien qui rentre, pour être très concret, il n'y a rien qui rentre dans l'Event Hub si ça ne répond pas à un schéma qui impose, qui force une qualité des données. Donc on sait qu'on a la qualité depuis le premier Premier point point, d'entrée. depuis le premier point d'entrée. C'est une technique. Si on est sur si tu me dis comment on gère la donnée avec Fabric, et puis je suis une startup et j'ai rien créé, je n'ai pas écrit une seule ligne de code, je vais te dire bah, peut-être réfléchir à ça. Parce que ça demande un peu de travail en amont, mais ça assure un versionning des schémas, un versionning de la qualité des données, etc. Pour d'autres personnes, la donnée, elle est hautement manipulée avant d'arriver sur Fabric, ou slash, il y a un historique de données avec des empilements de strates préhistoriques de ah, ça c'est notre premier ERP, puis on a fait une migration. Alors ça c'est notre deuxième ERP, mais on n'avait pas tout migré parce que les champs n'étaient pas machin. Puis une troisième ERP, puis voilà. Donc tu peux te retrouver quand tu récupères toi tout l'historique dans Fabric à avoir des choses où voilà, la donnée historique, elle est là, avec sa variation de qualité. Et quand tu es dans ce cas-là, oui, il y a différents outils dans Fabric, en fait, pour t'aider à ça. Euh, je vais en citer un, c'est Data Wrangler. Data Wrangler, en fait, un outil qui te permet de partir d'une table, d'analyser rapidement la qualité des données de cette table et de pouvoir faire des transformations, remplacer par exemple des colonnes qui sont nulles par une colonne qui a une certaine valeur par défaut, et de voir en temps réel l'impact sur tes données et sur la qualité de tes données. Donc ça peut être un des nombreux outils qu'il y a dans Fabric pour pouvoir faire ça. On a les data flows, on peut utiliser des librairies Python, par exemple, je pense à Great Expectations, qui te permet en fait de définir pour chaque champ en fait quelles sont les valeurs minimales, maximales, par exemple, et d'exécuter ça sur ton dataset ou sur les données que tu es en train d'importer pour pouvoir vérifier qu'elles répondent bien à tes critères de qualité des données. Donc oui, il y a des outils. Il n'y a pas un outil magique, pouf, où tu fais clic et pouf, la donnée elle est nettoyée, parce que euh, parce que c'est hautement contextuel, c'est Ouais, bien sûr. hautement propre à ton métier, à tes données, etc. Donc, faut qu'il y ait un humain qui soit dans la boucle. Mais il y a ça, il y a Copilot, enfin, voilà, il y a Copilot qui est intégré dans toutes les expériences de Fabric. Mais je donne un exemple, moi, les premiers tests que j'ai fait de Copilot dans Dataflow, où j'étais un peu étonné, je lui dis, bon, bah, en fait, il y a cette colonne-là, qui a une donnée, un pipe, et puis la température, mais la température, elle est en Fahrenheit. Et moi, je veux la température en Celsius. Génère-moi ce qu'il faut. Et pouf, il m'avait généré toutes les étapes dans Dataflow. Donc, il y a un outil no-code, enfin low-code, de transformation de données. Et pouf, il m'avait transformé la donnée et je voyais mes colonnes avec un bon truc. Euh, donc, ça aussi,
C'est un peu manuel, mais voilà, dès qu'on peut mettre de l'outillage ou de l'IA, donc Data Wrangler et Copilot, pour nous aider à nettoyer la donnée, on le fait. Et ça, c'est la partie data quality dans le sens data engineering. Tu essaies, comme tu disais, Oui. de réconcilier la donnée en termes de qualité de données avant de la mettre à disposition. Mais on amène aussi, en plus avec PureView, au-dessus de Fabric, cette notion de contrôle de qualité de la donnée. C'est pas parce que les équipes de data engineer ont fait ce qu'il fallait au niveau de la qualité de données que à un moment donné, on ne peut pas aussi arriver en bout de chaîne avec quelque chose qui n'est potentiellement pas encore au niveau où on l'attendait. Et dans PureView, aujourd'hui, on a la capacité sur des data products qui ont été faits, si on est un peu dans la technologie mesh, et on va dire on est centré sur la donnée, on a créé notre data product, on va pouvoir définir des règles de qualité de données pour s'assurer qu'en bout de chaîne, justement, les règles métiers qui ont été définies, voilà, on passe la qualité qui a été faite dans toute la chaîne de data engineering et on dit, voilà, ce data product a un score de qualité de données de 90% ou 95%. Voilà. Et donc, on a à la fois la partie on va travailler sur la qualité de données avec le Data Wrangler et autres que va présenter Christopher, mais on a aussi en bout de chaîne le contrôle de qualité de données que l'on va pouvoir ramener avec PureView au-dessus de Microsoft Fabric. Donc, il faut évidemment un travail préparatoire avant de se lancer dans l'utilisation de cette plateforme parce que comme le disait, je crois que c'est Christopher, c'est pas ou toi Frédéric, c'est pas une solution magique, hein. Il faut quand même un peu de boulot en amont pour être certain que On n'a pas supprimé, non mais tu puisses en tirer voilà, le maximum de c'est ça. valeur. On n'a pas supprimé le métier du data engineer, malgré l'IA, etc., de tout ce qui arrive. À un moment donné, il faut que quelqu'un, oui, en effet, aligne les données et fasse ce travail. Ok. C'est ce que tu es un peu en train de montrer, Christopher, du coup. Oui, tout à fait. C'était pour illustrer un petit peu ce qu'on disait dans Data Wrangler. Donc, il faut savoir que quand on a commencé cette conférence, cette présentation, j'avais rien. Et en fait, pendant que j'étais en train, Arnaud, de répondre à ta question, en fait, j'ai créé un lakehouse. J'ai importé des tables de faits et de dimensions dans ce lakehouse. J'ai créé un notebook. J'ai chargé les données dans ce notebook et j'ai lancé Data Wrangler. Et j'ai fait tout ça en te répondant. Euh, et donc là, en effet, ça, c'est l'interface. Alors, comme c'est zoomé pour que ça passe bien sur la vidéo, c'est pas ultra lisible, mais globalement, en fait, on a ces données au centre de l'écran avec ces colonnes et des informations de qualité des données. Est-ce qu'on a des valeurs manquantes? Combien on a de valeurs distinctes? Euh, Quels sont les min, les max et la répartition des données. Et puis, on a vraiment ces lignes de données. Et puis, sur la gauche, on a plein d'opérations que l'on peut faire. Par exemple, je vais prendre la description que je vais mettre en tout majuscule. Et en fait, on voit la colonne avant ma transformation, la colonne après ma transformation. Et je fais appliquer. Et en fait, là, les étapes sont en train de... Au fur et à mesure que je suis en train de travailler, les étapes sont en train de s'ajouter. Et en fait, je peux faire ajouter le code. Et ça m'a généré le code PySpark pour faire ces actions de nettoyage des données. Et j'ai plus qu'à l'exécuter. Et j'ai mes données qui sont propres à nettoyer, qui sont disponibles dans ma session. Voilà. Exactement. Donc, on Ça, n'a c'est pas un des supprimé le outils. métier. Voilà, c'est un des Voilà. outils. On n'a pas supprimé le métier du data engineer. On n'a pas supprimé le métier du data analyst. On a juste accéléré leur processus de développement. Et c'est vrai que quand on voit des solutions comme ça, on comprend que ça peut aller très très vite. Et alors, tu disais, Fred, j'en profite tant que j'ai l'écran partagé, d'accélérer. Il y a une autre caractéristique de Fabric qui est, à mon sens, essentielle, et Fred, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est passé un peu inaperçu, c'est que Fabric est une application SaaS, Software as a Service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai un lakehouse, j'ai un notebook qui tourne dans un cluster Spark. Je vais, dans quelques instants, vous créer une base de données SQL.
je crée mes items. À aucun moment, je vais créer un cluster, déployer un cluster, etc. En fait, on crée une capacité fabrique qui est une notion abstraite, c'est plus une notion de facturation, c'est à combien, jusqu'à combien on peut vous facturer, entre guillemets. Et dedans, on va venir créer tous les éléments que l'on veut de données. Et en fait, ils vont tous aller consommer un morceau de cette capacité-là. Mais physiquement, on déploie absolument rien. Et ça change les choses parce que, encore une fois, combien de startups ou d'autres boîtes, ah ben oui, mais j'ai besoin d'un nouveau cluster Spark, ou j'ai besoin d'un accès, ou j'ai besoin d'un. Et ça met des semaines, même à l'époque du pass et du cloud, ça peut mettre Mm. longtemps avant de provisionner l'infrastructure. Là, l'infrastructure, elle est provisionnée directement. Et c'est plus que juste une question de je provisionne ou je provisionne pas. C'est une question de simplicité. Je vais vous montrer un exemple. Je suis allé dans le portail Azure et ça doit parler à certains. Ça, c'est l'écran de création d'une base de données SQL. OK? Donc, il faut choisir un serveur. Donc là, j'ai pas de serveur, donc il faudrait que je choisisse plein de choses pour créer un serveur. Il faut que je choisisse un nom de base de données. Il faut que je configure le réseau. Il faut que je configure la sécurité. J'ai encore d'autres settings à configurer. Et après, je peux créer ma base. Comment on fait pour créer une base de données SQL dans Fabric? On fait nouvel élément. Là, j'ai plein d'éléments Fabric. Donc, je vais taper SQL pour retrouver ma SQL database. Je tape un nom. Peut-être pas mettre un espace, je sais plus si on peut faire l'espace ou pas. Je clique sur Create et c'est tout. Mm. J'ai juste besoin de donner un nom. J'ai pas choisi de taille de cluster, j'ai pas dit si j'étais en DTU, en vCore, en serverless, la taille minimum, la taille maximum. Je crée une base de données SQL, ça va consommer, ça va s'auto-scaler up and down automatiquement en fonction de ce que je fais dessus. J'ai pas indiqué de storage. J'ai pas dit si j'avais besoin de 10 gigas, 5 gigas, 1000 gigas. Avoir de l'autographe derrière pour. Exactement, exactement. J'ai rien fait. Alors, je suis sur un environnement de démo, donc ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Et je suis sur une petite capacité de démo. Mais globalement, j'ai rien eu d'autre à faire. Ouais. Voilà. T'as même Donc, pas c'est ça parlé de aussi. performance, du coup, d'IO, de Non, performance, de DTU ou non, autre. Donc, non. ouais. Tout ça va se scaler automatiquement en fonction de comment on utilise notre base. Ok, du L'unité de coup. travail, c'est le workspace. À partir du moment où on a un workspace et une capacité fabrique, dedans, on fait ce qu'on veut. Ok, du coup, la capacité fabrique, c'est une sorte de pool de ressources, en gros, c'est ça? Pour simplifier, c'est ça? Alors moi, je le vois comme je le vois comme ton compteur électrique. Tu sais, chez toi, tu as un compteur électrique et tu as souscrit un abonnement pour Ouais. 3 kW, 6 kW, 9 kW. Et finalement, à l'intérieur de ta maison, tu branches n'importe quel appareil électrique que tu veux. Et tu peux avoir la climatisation, le four, la télé. Peut-être que la télé, elle va fonctionner 8 heures par jour, mais elle va consommer très peu. Le four, il va consommer beaucoup, mais tu l'utilises 3 heures par jour. Voilà, 1 heure par jour, pardon, le four, tu utilises très peu. Et bien en fait, la taille de ta capacité, c'est la taille de ton compteur électrique. C'est-à-dire, à un instant T, combien je vais pouvoir au maximum consommer. En sachant que c'est du provisionné, donc on paye à partir du moment où on a provisionné la capacité, qu'on l'utilise ou pas. Voilà. Euh, et donc, une capacité, donc on les appelle par des petits noms, F, de F2 à F 2048. Euh, alors, juste pour donner un ordre de prix, c'est prix, public, machin, Ouais. etc. Mais une plateforme de données complète, ça commence à $260 par mois. Encore une fois, si on l'utilise tout le temps, puisqu'on peut mettre en pause la capacité, si on débute, par exemple, dans Fabric, on pourrait l'allumer, si tu n'as que 2 jours par semaine, pendant un mois pour explorer Fabric, bah, tu l'allumes, tes 8 heures par jour et tu l'éteins ensuite, donc ça va te coûter beaucoup moins que ça. Et tu peux la scaler up and down comme tu veux. La fin de mois, tu as plus de calculs à faire parce que c'est la clôture comptable. Pouf, tu doubles ta capacité pour un jour ou deux, tu réduis ensuite. Et ça, en fait, une F2, par exemple, ça va te donner 2 CU secondes par seconde. C'est l'unité de facturation. Comme ton compteur électrique, il a une capacité maximum en watts, et puis ensuite, tu payes au kilowattheure euh, ta consommation. Ouais. Voilà. Bah, c'est le même principe ici. Tous les éléments dans Fabric vont consommer des CU secondes sur la capacité que tu as provisionné.
Ok, alors justement, il y avait une question de l'autre fille sur la partie coût, je pense qu'on y a répondu. Sur la partie cloisonnement, pour éviter, alors je suppose peut-être mal, c'est que Fabric est en tout cas, la formule de base, le F2, F4, est peut-être mutualisée entre les différents clients. Je pense pas qu'il y ait un déploiement d'une instance par client, ou je me trompe peut-être, je sais pas. Alors, ces instances-là sont. Je reprends l'analogie électrique. Est-ce qu'on déploie une centrale nucléaire par compteur électrique? Non. En fait, ta F quelque chose, ça correspond à ton abonnement, entre guillemets, électrique. Euh, tout ce qui est capacité réelle, les clusters, les CPU, etc., tout ça, c'est mutualisé pour tous les clients de Fabric. C'est une appli SaaS. Mais ça, on ne le voit pas derrière, c'est géré par nous, Ouais. c'est complètement transparent. Ensuite, d'un point de vue utilisateur, pour utiliser Fabric, j'ai besoin d'avoir une capacité Fabric que l'on crée dans Azure, dans un resource group Azure, hein, donc tout ce qu'il y a de plus classique d'un point de vue Azure. Et Et ensuite, régionalisé. et régionalisé, effectivement, déployé dans une agent. Et ensuite, côté Fabric, j'ai besoin d'un espace de travail. Et dans cet espace de travail, j'ai besoin de lier l'espace de travail à une capacité Fabric. Ok. Ensuite, pour un client, pour une entreprise, comment on gère ça? Alors là, il nous faut un autre meeting et un autre podcast pour répondre à la question, parce qu'il y a plein de scénarios en fonction de ta taille, en fonction de si tu veux séparer la production de pas la production. Si tu es une grosse entreprise qui a des business units différents et que tu veux que chacun paye pour son usage de la data, tu peux créer différentes capacités fabriques Oui. et les associer à différents workspaces. Donc là, Mais il y a plein de possibilités. ce que l'on peut dire quand même, c'est oui, en effet, le compute derrière est mutualisé. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on ouvre une session dans un cluster, dans un notebook sur un cluster Spark, c'est immédiat. Au bout de 3 secondes, vous avez une session, il n'y a pas de provisioning et autres. Donc c'est vrai que le compute est mutualisé. On peut créer du compute dédié pour le client, mais de base, c'est mutualisé. Par contre, tout à l'heure, on a vu que le OneLake était séparé du compute, donc on a désolidarisé le compute en haut et le stockage en bas, d'accord? Et donc, quand on crée une capacité fabrique, par exemple en France centrale de type F2, ça va aller créer une zone de stockage qui est dédiée au client en France centrale, d'accord? Et donc, cette zone en France centrale, c'est une tranche du OneLake. Un client peut avoir, par exemple, une capacité fabrique en France, une capacité au Japon, donc d'avoir des données en France qui sont régionalisées en France, des données au Japon régionalisées au Japon, qui partagent le même OneLake logique et qui peuvent être connectés et partagés l'un avec l'autre si le client le souhaite. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive à ségréguer les données. Voilà, entre les... D'accord, d'accord. Ok. Alors, je vois qu'on arrive Oui, ça passe. C'est ça, donc si certaines personnes de l'assistance ont des questions, je vois Franz qui est en train d'écrire. Sinon, on pourrait rester des heures, hein, tu sais, en parler. Je me Oui. doute. Ça, là, Je là. pourrais passer des heures à vous écouter. Regarde, déjà, le livre fait 800 pages. Alors on pourrait Et en on n'a pas parler, tout mais mis des heures. dedans. Et on n'a pas tout mis dedans, et on nous a, tu vois, on nous a un peu bridé. Donc bon, Faut que ça tienne dans le sac à dos pour partir en vacances. faut que Alors, en l'anecdote, fait, Christopher, vas-y, l'anecdote de vas-y, la taille. vas-y. Non, vas-y, je te l'attends. Celle-là, c'est la tienne. Pourquoi le livre est aussi petit, 800 pages? Parce qu'en fait, la machine qui sert à relier les feuillets qui sont imprimés, le livre est composé de feuillets, enfin de feuilles qui sont composées de feuillets, les feuillets, ça fait le livre, mais en fait, elle peut pas supporter une certaine... on dépassait l'épaisseur. Et voilà, Donc l'éditeur nous a dit calmos là, parce qu'en fait, on peut plus relier les livres après. voilà. Excellent. Celle-là est pas mal. Excellent. Excellent. Franz France a posé disait, sa question. ouais, est-il un moyen d'associer, de dédier un pourcentage de la capacité à un workload pour éviter qu'un workload consomme toute la capacité? Alors, il y a pas de moyen direct de dire ma base de données, elle ne représente que 20% de mon workload, enfin, de ma capacité fabrique.
Par contre, il y a plein de choses qui existent. On l'a pas dit, mais il y a le smoothing et le bursting, qui fait que, en fait, à un instant T, on peut consommer plus que 100%. Pour une courte période de temps, on vous autorise à dépasser un petit peu, parce qu'on sait que voilà, tous les matins, entre 8h et 9h30, ou si vous êtes en région parisienne, c'est des fois un peu plus tard, entre 9h30 et 10h30, quand tout le monde arrive au boulot, tout le monde fait refresh, et là on fait planter le data warehouse parce que tout le monde fait des refresh en même temps. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est ségréguer, puisqu'en fait, comme c'est que logique, les F2, F4, F8, au lieu de créer une F8, on pourrait créer une F4 et deux F2. On fait ça notamment pour isoler tout ce qui est dev de production, pour être sûr que que quelqu'un en dev n'aille pas exploser la prod avec une requête qui soit mal faite. Voilà. Et puis on a des outils qui sont en train d'arriver de search protection, voilà, pour éviter en fait justement qu'il y ait des pics comme ça. Voilà, un data engineer qui fait pas attention à la requête, qui oublie une clause where, et puis au lieu d'exécuter sur la dernière année, il exécute sur tout l'historique et ça fait planter le. On a des petites choses qui commencent à arriver pour limiter un petit peu ça mais plus dans le sens, il y a quelqu'un qui est en train de faire une bêtise sans faire exprès et on va rattraper la bêtise avant que ça fasse planter toute l'infra, quoi. Ok. Bon. Écoutez, je vais juste poser ma question pour faire gagner des livres. Alors désolé pour ceux qui nous ont rejoints en cours de session, vous n'aurez peut-être pas entendu la réponse. En tout cas, je crois que c'est Christopher tout à l'heure qui a parlé de fonctionnalités. Alors, avant de répondre, pour ceux qui souhaitent participer, répondez dans le chat, pas à voix haute, ça sera plus simple. Il y a deux fonctionnalités disponibles dans OneLake qui sont plutôt intéressantes. Il y a la partie shortcut et la seconde, c'est le nom que j'attends de la seconde. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Est-ce que quelqu'un va la voir? J'ai pas l'impression. Non. Bon, écoutez, c'était la partie Est-ce qu'on peut miroir. donner Mais tiens, t'as gagné. Voilà, c'était la partie effectivement miroir, ce qui était plutôt cool. Bon, écoutez, merci messieurs, c'était super sympa. J'ai appris plein de choses, ne connaissant pas la plateforme et n'étant pas du domaine de la data. C'est vrai que c'est super intéressant. Merci. Pour ceux qui sont encore là, ne partez pas. On verra pour vous pousser un livre. Tac, 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 tac. Surtout qu'il ne reste que 3 personnes, donc on peut faire l'effort pour 3 personnes. C'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème. Donc Christopher, Frédéric, merci vraiment pour votre disponibilité. C'était super sympa. Et puis je diffuserai l'enregistrement probablement la semaine prochaine. Eh ben super, Voilà. Tu nous tags et comme ça on pourra le relayer. Merci à tout le monde. Merci à vous, passez une bonne fin d'après-midi et au plaisir. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir. Merci.